Des activistes, sans doute des étudiants pour une société démocratique ou de jeunes maoïstes, n'avaient pas chômé durant la nuit du 25 au 26 juin. Au matin, les murs de l'université du Kentucky à Louisville étaient couverts d'affiches photocopiées. Attention, attention, on vous ment, le gouvernement vous ment, la presse aux mains des paramilitaires vous ment, l'administration de l'université vous ment, les médecins de l'infirmerie vous mentent. 1. Il n'existe pas de vaccin contre la supergrippe. 2. La supergrippe n'est pas une maladie grave, c'est une maladie mortelle. 3. Le taux de contagion pourrait atteindre 75%. 4. La supergrippe est une invention des paramilitaires, elle s'est propagée accidentellement. 5. Les paramilitaires essaient de masquer leur erreur meurtrière au risque de faire mourir 75% de la population. Révolutionnaires, salut, l'heure du combat est arrivée, unissons-nous pour la victoire. Réunion au gymnase à 19h. Grève, grève. Ce qui se produisit à la station de télévision WBZ-TV de Boston avait été préparé la veille au soir par 3 journalistes et 6 techniciens, tous du Studio 6. 5 de ces hommes jouaient régulièrement au poker et 6 étaient déjà malades. Convaincus qu'il n'y avait plus rien à perdre, ils se procurèrent près d'une douzaine de revolvers. Bob Palmer, qui présentait le journal télévisé du matin, les transporta dans le sac de voyage où il mettait habituellement ses bloc-notes et ses stylos. L'immeuble qui abritait les studios était entièrement bouclé par des volontaires de la garde nationale, leur avait-on dit, mais Palmer avait fait remarquer à George Dickerson qu'il n'avait encore jamais vu de volontaire quinquagénaire. À 9h01 du matin, juste après que Palmer eut commencé à lire le texte lénifiant que lui avait remis 10 minutes plus tôt un sous-officier de l'armée, les 9 conjurés s'étaient emparés de la station de télévision. Les soldats, qui ne s'attendaient pas du tout à ce que des civils, plus habitués à observer de loin les catastrophes qu'à se lancer dans le feu de l'action, leur fassent des difficultés, avaient été totalement pris au dépourvu et s'étaient laissés désarmer. D'autres employés de la station étaient venus rejoindre les insurgés. Très vite, ils s'étaient assurés du 6e étage et avaient verrouillé toutes les portes. Puis ils avaient appelé tous les ascenseurs au 6e, avant que les soldats qui gardaient le hall d'entrée n'aient eu le temps de comprendre ce qui se passait. 3 soldats avaient essayé de monter par l'escalier de secours du côté est, mais un homme du service d'entretien, un certain Charles Yorkin, avait tiré un coup de fusil au-dessus de leur tête, seul coup de feu de toute l'opération. Les téléspectateurs de la station WBZ-TV virent alors Bob Palmer s'arrêter en plein milieu d'une phrase, puis l'entendirent dire « Allez, on y va !» Il y eut ensuite un bruit de bagarre hors du champ de la caméra. Quand ce fut terminé, des milliers de téléspectateurs médusés virent reparaître Bob Palmer, un pistolet au poing. Quelque part dans le studio, une voix rauque jubilait. « On les a eus, Bob! On a eu les salopards! Tous !»« Parfait, bon travail, dit Palmer, qui se tourna ensuite vers la caméra. Habitants de Boston, Américains qui nous écoutez, quelque chose de grave et de terriblement important vient de se produire dans ce studio. Et je suis heureux que cet événement se soit produit à Boston, berceau de l'indépendance de l'Amérique. Depuis 7 jours, nos studios sont sous la surveillance d'hommes qui prétendent faire partie de la garde nationale. Des hommes en kaki, armés, qui montaient la garde à côté de nos caméramans à la régie, devant nos téléscripteurs. Avons-nous truqué les informations que nous vous communiquions ? J'ai le regret de vous dire que oui. On m'a forcé à lire des textes préparés à l'avance, pratiquement en me mettant un pistolet sur la tempe. Ces textes portaient sur la prétendue épidémie de supergrippe, et tout ce qu'ils disaient était totalement faux. Les voyants du standard téléphonique commencèrent à clignoter. 15 secondes plus tard, ils étaient tous allumés. Nos caméramans ont pris des films qui ont été confisqués ou détruits, continuait Palmer. Les reportages de nos journalistes ont disparu, mais nous avons un film, mesdames et messieurs, et nous avons des correspondants ici même, dans ce studio. Pas des journalistes professionnels, mais des témoins de ce qui est peut-être le plus grand désastre que ce pays ait jamais connu. Et je n'utilise pas ces mots à la légère. Nous allons maintenant vous présenter une partie de ce film. Il a été tourné clandestinement, et la qualité technique de l'image n'est pas toujours très bonne. Mais nous, qui venons de libérer notre station de télévision, nous croyons que ces images vous suffiront, et même qu'elles vous suffiront amplement. Il leva les yeux, sortit un mouchoir de la poche de son blazer et se moucha.
Les téléspectateurs qui avaient une bonne télécouleur purent voir qu'il était rouge et qu'il avait de la fièvre. « Si tout est prêt, George, vas-y, » dit Palmer. Des images tournées à l'hôpital général de Boston apparurent alors sur les écrans. Les salles étaient bondées. Des malades étaient couchés par terre jusque dans les couloirs. Les infirmières, certaines manifestement malades, couraient dans tous les sens. Plusieurs pleuraient. D'autres étaient en état de choc, presque comateuses. Puis des images de soldats armés au coin de rue, des images de portes défoncées. Le visage de Bob Palmer réapparut à l'écran. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix calme, si vous avez des enfants, je vous conseille de leur dire de ne pas regarder ce qui va suivre. » L'image floue d'un camion qui reculait sur une jetée du port de Boston, un camion kaki de l'armée. Au-dessous, ballottée par les vagues, une barge recouverte de bâches. Deux soldats, le visage caché sous leur masque à gaz, descendaient de la cabine du camion. L'image sauta un peu, puis se stabilisa au moment où les deux hommes écartaient la toile qui fermait l'arrière du camion. Ils grimpèrent à l'intérieur et les cadavres commencèrent à dégringoler dans la barge. Femmes, vieillards, enfants, policiers, infirmières. Ils tombaient en pirouettant du haut du quai, avalanche qui semblait ne jamais vouloir finir. À un moment du film, on put voir distinctement que les soldats se servaient de fourches pour sortir les corps. Palmer garda l'antenne pendant 2 heures, lisant d'une voix de plus en plus rauque coupures de presse et bulletins, interviewant les autres membres de l'équipe. Il continua jusqu'à ce que quelqu'un, au rez-de-chaussée, se rende compte qu'il n'était pas nécessaire de reprendre le 6e étage pour tout arrêter. Et à 11h16, l'émetteur WZ se tut définitivement, détruit par une charge de 10 kilos de plastique. Palmer et ses complices du 6e étage furent exécutés sommairement, coupables d'avoir trahi le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le Call Clarion était un petit hebdomadaire qu'un avocat en retraite, James Oglis, publiait à Durbin, en Virginie occidentale. Il s'était toujours bien vendu, car Oglis avait courageusement combattu en faveur des mineurs quand ils avaient voulu fonder un syndicat à la fin des années 40. Et depuis, l'ancien avocat ne cessait de tirer à boulet rouge dans ses éditoriaux sur les bureaucrates incompétents de la municipalité, de l'État, de Washington. Oglis avait normalement des livreurs, mais en cette belle matinée d'été, il distribuait lui-même son hebdomadaire dans sa Cadillac 1948, dont les gros pneus à flanc blanc crissaient dans les rues désertes de Durbin. Les journaux s'entassaient sur les banquettes et dans le coffre. Ce n'était pas le jour où sortait normalement le Call Clarion, mais le journal ne comptait cette fois-ci qu'une seule grande page imprimée en gros caractères et bordée d'un bandeau noir. En haut, édition spéciale. La première depuis 1980, lorsqu'un coup de grisou dans la mine de Lady Bird avait fait 40 victimes. Au-dessous, un titre. Épidémie catastrophique. Le gouvernement cache la vérité. Par James Oglis, en exclusivité pour le Call Clarion. Nous avons appris de sources bien informées que l'épidémie de grippe, communément appelée dans notre région la grippe étrangleuse, est en réalité causée par une mutation mortelle du virus de la grippe ordinaire, créée par notre gouvernement à des fins militaires, en violation flagrante des accords de Genève relatifs à la guerre bactériologique et chimique, accords que les représentants des États-Unis ont signés il y a 7 ans. Notre informateur, un officier de l'armée actuellement en poste à Wheeling, précise qu'il est absolument faux qu'un vaccin soit bientôt prêt. Aucun vaccin, selon notre informateur, n'a encore été mis au point. La situation est si grave qu'on ne peut plus simplement parler d'une catastrophe ou d'une tragédie. C'est la fin de toute la confiance que nous pouvions avoir dans notre gouvernement. S'il a pu commettre pareille infamie, alors... Mais Oglis était malade, à bout de force. Pour rédiger son éditorial, il avait dû rassembler tout ce qu'il lui restait d'énergie. Ses poumons étaient remplis de mucosité, il haletait comme s'il venait de monter 6 étages à pied. Et pourtant, il allait méthodiquement de porte en porte, déposant ses journaux, sans même savoir s'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur, si ce quelqu'un aurait encore la force de sortir pour ramasser ce qu'il avait laissé devant sa porte. Finalement, il arriva à la sortie ouest de la ville, le quartier des pauvres, avec ses cabanes, ses roulottes, ses odeurs de fosses sceptiques. Il ne restait plus de journaux que dans le coffre qu'il laissa ouvert, et le coffre s'ouvrait et se fermait avec les cahots de la route. Un terrible mal de tête aveuglait le vieil homme, lui faisait voir double. Lorsqu'il eut visité la dernière maison, une cabane en planche près du passage à niveau, il lui restait encore un ballot de 25 journaux.
Il coupa la ficelle avec son vieux canif et laissa le vent les emporter. Il pensait à son informateur, un major aux yeux fous, muté à Wheeling 3 mois plus tôt. Auparavant, il avait travaillé pour un projet ultra secret en Californie, le projet Bleu. Là-bas, le major était responsable des services de sécurité, et pendant l'interview, il n'avait pas cessé de tripoter son pistolet. Oglis était convaincu qu'il n'allait pas tarder à utiliser son arme, si ce n'était déjà fait. Il revint s'asseoir au volant de sa Cadillac, seule voiture qu'il ait jamais eue depuis son 27e anniversaire, et comprit qu'il était trop fatigué pour conduire. Il laissa alors sa tête basculer contre le dossier de la banquette, écouta les sifflements qui sortaient de sa poitrine, regarda le vent emporter paresseusement ses journaux jusqu'au passage à niveau. Certains restaient pris dans les arbres où ils pendaient comme d'étranges fruits. Tout près, il pouvait entendre le gazouillis du ruisseau où il allait pêcher quand il était petit garçon. Il n'y avait plus de poissons, naturellement. Les mines de charbon s'étaient chargées de les exterminer. Mais le bruit était toujours le même, apaisant. Le vieil homme ferma les yeux, s'endormit et mourut 1 heure et demie plus tard. Le Los Angeles Times n'eut le temps d'imprimer que 26 000 exemplaires de son édition spéciale d'1 page avant que la censure militaire ne découvre qu'il ne s'agissait pas d'un cahier publicitaire, comme on le lui avait dit. La riposte fut foudroyante. Le communiqué officiel du FBI annonça que des extrémistes avaient plastiqué les rotatives du Los Angeles Times, causant la mort de 28 employés. Le FBI n'eut pas à expliquer comment l'explosion avait pu faire des trous dans chacune des 28 têtes, car les cadavres furent jetés en mer avec ceux de plusieurs milliers de victimes de la supergrippe. Pourtant, 10 000 exemplaires avaient été distribués et ce fut suffisant. Un titre en caractères de 36 points. Épidémie mortelle sur la côte ouest. Les habitants fuient par milliers, le gouvernement cache la vérité. Certains des membres de la garde nationale, dépêchés à Los Angeles pour prêter main forte à l'occasion de la tragédie actuelle, sont en réalité des officiers supérieurs de l'armée. Leur travail consiste notamment à dire à la population terrorisée de Los Angeles que la supergrippe n'est que légèrement plus virulente que les souches de Londres ou de Hong Kong. Si c'est le cas, on s'explique mal pourquoi tous portent des respirateurs. Le président prononcera un discours ce soir à 18h, heure de Los Angeles. Selon certaines sources, le président va prendre la parole dans un décor absolument identique à son bureau de la Maison-Blanche, mais en réalité installé au fond d'un bunker souterrain. Son attaché de presse a formellement démenti ces informations, qu'il qualifie d'hystériques et de mal intentionnées. Selon le texte du discours, qui a été communiqué à l'avance à la presse, le président a l'intention de gronder le peuple américain, qui, selon lui, manquerait de sang-froid. La panique actuelle serait, toujours selon lui, semblable à celle qui avait suivi la célèbre émission d'Orson Welles au début des années 30, La guerre des mondes. Le Times souhaiterait que le président réponde à 5 questions. 1. Pourquoi des brutes en uniforme nous empêchent-elles d'informer le public en violation flagrante de la Constitution ? 2. Pourquoi les routes 5, 10 et 15 ont-elles été fermées par des blindés et des transports de troupes ? 3. S'il s'agit d'une épidémie mineure de grippe, pourquoi la loi martiale a-t-elle été décrétée à Los Angeles ? 4. S'il s'agit d'une épidémie mineure de grippe, pourquoi remorque-t-on en mer des trains de barges ? Ces barges contiennent-elles ce que nous craignons et ce que des sources bien informées nous assurent qu'elles contiennent, c'est-à-dire des cadavres victimes de l'épidémie ? 5. Enfin, si un vaccin doit vraiment être distribué aux médecins et hôpitaux de la région au début de la semaine prochaine, pourquoi aucun des 46 médecins interrogés par ce journal n'est au courant du programme de distribution ? Pourquoi aucune clinique n'a été équipée pour administrer ce vaccin ? Pourquoi pas un seul des 10 distributeurs de produits pharmaceutiques que nous avons interrogés n'a entendu parler du vaccin ou reçu des instructions du ministère de la Santé ? Nous demandons au président de répondre à ces questions dans son discours. Et surtout, nous lui demandons de mettre un terme à ces pratiques totalitaires, de renoncer à cette tentative insensée de cacher la vérité. À Duluth, un homme sandwich faisait les 100 pas sur l'avenue Piémont en short kaki et en sandales. Une grosse tache de cendre lui maculait le front, et sur ses épaules décharnées pendaient les 2 panneaux où un message était gribouillé en lettres maladroites. Devant, on pouvait lire « L'heure de la fin a sonné. Le Christ notre Sauveur sera bientôt de retour. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. » Et derrière, on pouvait lire « Malheur à ceux qui n'ont pas le cœur en paix.
Les puissants seront terrassés et les faibles grandis. La grande noirceur est proche. Malheur à toi, Sion. 4 jeunes gens, en blouson de cuir, tous enrhumés, tous avec une mauvaise toux, foncèrent sur l'homme au short kaki et le frappèrent avec ses panneaux jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis ils prirent la fuite. L'un d'eux hurla par-dessus son épaule. « Ça t'apprendra à faire peur aux gens, espèce de cinglé !» À Springfield, dans le Missouri, l'émission la plus écoutée le matin était « Vous avez la parole » sur la station KLFT. Ray Flowers, l'animateur, disposait de 6 lignes téléphoniques dans la petite cabine où il travaillait. Ce matin-là, le 26 juin, il fut le seul employé de la KLFT à se présenter au travail. Il savait ce qui se passait dehors et il avait peur. Depuis une semaine à peu près, tous les gens qu'il connaissait étaient tombés malades. Il n'y avait pas de soldats à Springfield, mais il avait entendu dire qu'on avait appelé la garde nationale à Kansas City et à Saint-Louis pour tranquilliser la population et empêcher le pillage. Ray Flowers se sentait en pleine forme. Songeur, il regardait son matériel. Les téléphones, la boucle de retard, qui lui permettait de couper les auditeurs qui, de temps en temps, décidaient de dire des cochonneries, les cassettes de messages publicitaires et, naturellement, le micro. Il s'alluma une cigarette et ferma à clé la porte du studio, puis il entra dans sa petite cabine dont il verrouilla également la porte. Il arrêta la musique enregistrée que débitait un magnétophone, lança son indicatif musical, puis s'installa devant le micro. « Bonjour tout le monde, ici Ray Flowers et vous avez la parole. Ce matin, un seul sujet vous intéresse, j'en suis sûr. La super grippe, l'étrangleuse ou le grand voyage. Tout ça, c'est du pareil au même. J'ai entendu des histoires horribles. Apparemment, l'armée contrôle tout. Si vous voulez en parler, je suis prête à vous écouter. Nous vivons encore dans un pays libre, non? Et comme je suis tout seul ici ce matin, nous allons procéder un peu différemment. J'ai arrêté la machine qui me sert à filtrer les appels et je pense que nous pouvons nous passer de messages publicitaires. Si le Springfield que vous voyez ressemble à celui que je vois du haut de mes fenêtres, je n'ai pas l'impression que vous aurez tellement envie d'aller faire des courses aujourd'hui. Bon, mais quand faut y aller, comme disait ma mère. Nos numéros de téléphone, 555 86 00 et 555 86 01. Si les lignes sont occupées, soyez patients, je suis tout seul aujourd'hui. Un détachement de l'armée se trouvait à Carthage, à 80 km de Springfield. Une patrouille partit aussitôt pour s'occuper de Ray Flowers. 2 hommes refusèrent d'exécuter les ordres et ils furent abattus sur le champ. Dans l'heure qu'il fallut aux soldats pour arriver à Springfield, Ray Flowers reçut plusieurs appels. Un médecin qui disait que les gens crevaient comme des mouches et que le gouvernement mentait comme un arracheur de dents quand il parlait d'un vaccin. Une infirmière qui confirmait qu'on évacuait les cadavres des hôpitaux de Kansas City par plein camion. Une femme en plein délire qui prétendait voir des soucoupes volantes. Un fermier qui avait vu des militaires creuser un fossé sacrément long avec 2 bulldozers dans un champ au bord de la route 71. Et une douzaine d'autres encore. « Ouvrez !» fit une voix assourdie. « Au nom du gouvernement des États-Unis, ouvrez !» Ray regarda sa montre. 12h15. « Eh bien, dit-il au micro, on dirait que les Marines viennent de débarquer. Mais je vais continuer à prendre vos appels. Vous... » Mais il fut interrompu par le crachotement d'une arme automatique et la poignée de la porte du studio tomba sur le tapis. De la fumée bleue sortait du trou. Un coup d'épaule et la porte s'ouvrit. Une demi-douzaine de soldats en tenue de combat se précipitèrent à l'intérieur, masque à gaz sur le visage. « Des soldats viennent d'entrer dans le studio, » reprit Ray. « Ils sont armés jusqu'aux dents. On dirait le débarquement en Normandie, à part les masques à gaz. »« Arrêtez !» hurla un sergent bâti comme une armoire à glace. Il le menaçait avec son fusil derrière la vitre de la cabine. « Alors là, certainement pas !» répondit Ray. Il avait très froid, et quand il prit sa cigarette dans le cendrier, il se rendit compte que ses doigts tremblaient. « Cette station a un permis du gouvernement, reprit-il. « Mais je l'annule, ton putain de permis. Arrête tout, dit le soldat. « Non, certainement pas, répéta Ray. « Mesdames et messieurs, continua-t-il en s'approchant du micro, on vient de m'ordonner d'arrêter l'émetteur, et j'ai refusé d'obéir. J'ai raison, il me semble. Ces types se comportent comme des nazis, pas comme des soldats américains, et je ne vais pas... » « Dernière chance, fit le sergent en épaulant son arme. « Sergent, dit un des soldats qui se tenait à la porte, je ne crois pas que vous pouvez... »
Si ce con ouvre encore la bouche, liquidez-le, ordonna le sergent. Je crois qu'ils vont tirer sur moi, disait Ray Flowers. L'instant d'après, la vitre du studio de régie vola en éclats. Le réalisateur s'effondra sur son pupitre de contrôle. Un terrible sifflement, de plus en plus aigu, sortit d'un haut-parleur. Le sergent vida son chargeur sur le pupitre de contrôle et le sifflement s'arrêta. Les voyants des lignes téléphoniques continuaient à clignoter. « Ok, dit le sergent en se retournant. Je veux être rentré à Carthage dans moins d'1 heure, et je ne vais pas. Mais 3 de ces hommes ouvrirent le feu sur lui en même temps, l'un d'eux avec un fusil automatique sans recul qui pouvait tirer 70 balles à la seconde. Le sergent esquissa une curieuse danse de la mort, puis tomba à la renverse à travers ce qui restait de la vitre de la cabine. L'une de ses jambes se contracta et sa botte de combat fit tomber quelques éclats de verre qui tenaient encore au châssis de métal. Un jeune soldat, dont les boutons d'acné ressortaient sur son visage couleur de petit lait, éclata en sanglots. Les autres restèrent figés sur place, incrédules. L'air empestait la poudre. « On l'a eu !» hurla le soldat boutonneux. « Nom de Dieu, on a eu le sergent Peters !» Personne ne lui répondit. Ils étaient hébétés, incapables de comprendre ce qui était arrivé. C'était un jeu mortel, mais ce n'était pas leur jeu. Le téléphone, que Ray Flowers avait posé juste avant de mourir, crachotait encore. « Ray, vous êtes là, Ray ?» disait une voix nasillarde, grossie par l'amplificateur. « On vous écoute tous les jours, mon mari et moi. On voulait simplement vous dire que vous faites du bon travail. Continuez. Ne vous laissez pas impressionner par ces types. D'accord, Ray ? Ray ? Allô ?» Communiqué 234, zone 2, ultra secret. De London, zone 2, New York. À Creighton, commandant central. Objet, opération Carnaval. Message. Cordon sanitaire New York, toujours opérationnel. Évacuation des corps continue. Ville relativement calme. Population commence à comprendre situation plus rapidement que prévu, mais avant situation en main, car majorité population sort pas à cause super grippe. Estimons 50% des troupes gardant les barrages au point d'entrée-sortie. Pont George Washington, pont Triborough, pont Brooklyn, tunnel Lincoln et Holland, plus accès autoroute de banlieue. Maintenant atteint par super grippe, plupart des hommes encore capables service actif. 3 incendies non maîtrisés Harlem, 7e avenue. Désertion de plus en plus nombreuse, exécution sommaire des déserteurs. Évaluation personnelle, situation encore viable, mais se détériore lentement. Fin message. À Boulder, dans le Colorado, le bruit commençait à courir que le Centre d'études de la pollution atmosphérique de la Météorologie nationale était en fait un centre de recherche sur la guerre bactériologique. Un animateur à moitié délirant d'une station de Denver avait relancé la rumeur. À 11h du soir, le 26 juin, les habitants de Boulder avaient commencé à fuir. On envoya une compagnie de soldats de Denver pour les arrêter. Autant essayer de nettoyer des écuries à la balayette. Plus de 11 000 civils, malades, terrorisés, avec une seule idée en tête, s'éloigner le plus vite et le plus loin possible du centre météorologique, bousculèrent les soldats. Des milliers d'autres s'éparpillèrent aux 4 points cardinaux. À 11h15, une terrible explosion déchira la nuit. Un jeune gauchiste, Desmond Ramage, venait de faire sauter dans le hall d'entrée du centre météorologique 8 kilos de plastique destinés à l'origine à différents tribunaux de la région. L'explosif était de première qualité, mais le détonateur pas tout à fait au point. Ramage s'envola en fumée avec toute une collection d'appareils météorologiques parfaitement inoffensifs qui servaient en fait à mesurer la pollution. Pendant ce temps, à Boulder, l'exode continuait. Communiqué 771, zone 6, ultra secret. De Gareth, zone 6, Little Rock. À Creighton, commandant central. Objet, opération Carnaval. Message. Brodsky neutralisé. Je répète, Brodsky neutralisé. L'avons trouvé dans une clinique à Little Rock, jugé et exécuté sommairement pour trahison contre États-Unis d'Amérique. Certains malades ont voulu intervenir, 14 civils blessés et 6 tués. 3 de mes hommes blessés, aucun gravement. Force zone 6 travaille à 40%. Capacité seulement évaluée à 25% les hommes encore en service actif, maintenant atteints par supergrippe, et 15% déserteurs. Grave incident dans application plan d'urgence F, comme Franck.
Sergent Peters, en poste Carthage, Missouri, détaché pour mission urgente à Springfield, apparemment assassiné par ses hommes. Autre incident semblable possible, mais non confirmé. Situation se détériore rapidement. Fin message. Pendant que la nuit s'étendait sur la Terre, comme un hétéromane sur son divan, 2000 étudiants de la Kent State University dans l'Ohio étaient sur le sentier de la guerre. 2000 émeutiers au total. Les étudiants qui prenaient des cours de rattrapage, les membres d'un colloque sur la future école de journalisme de l'université, 120 stagiaires en art dramatique, 200 membres des futurs agriculteurs d'Amérique, association régionale de l'Ohio, dont le congrès s'était ouvert au moment où la supergrippe commençait à se propager comme un feu de broussailles. Tous étaient enfermés sur le campus depuis le 22 juin, 4 jours plus tôt. Voici la transcription des messages captés sur la fréquence de la police entre 19h16 et 19h22. Unité 16, Unité 16, vous m'entendez? À vous. Je vous entends, Unité 20, à vous. Un groupe vient par ici, Unité 16. À peu près 70. Et du nouveau, Unité 16. Un autre groupe arrive de l'autre côté. Nom de Dieu, au moins 200, on dirait. À vous. Unité 20, ici poste central, vous m'entendez? À vous. Je vous entends, poste central, à vous. Je vous envoie Chum et Hallyday. Bloquez la route avec votre voiture. Aucune autre intervention. S'il vous passe par-dessus, écartez les cuisses et profitez-en. Mais pas de résistance, vous m'entendez? À vous. J'ai bien compris, pas de résistance, poste central. Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces soldats, du côté est? À vous. Quels soldats? À vous. Ah, c'est ce que je me demandais, poste central. Ils sont en train... Poste central, ici Dudley Chum. Oh merde, unité 12. Je m'excuse, poste central. Un groupe d'étudiants sur Burroughs Drive, environ 150. Ils vont rejoindre les autres. Ils chantent ou ils crient quelque chose. Et chef, nom de Dieu, il y a des soldats par ici aussi. Ils ont des masques à gaz, je crois. On dirait qu'ils se mettent en tirailleurs. Ça m'en a tout l'air, en tout cas. À vous. Poste central à unité 12, rejoignez l'unité 20. Même consigne. Pas de résistance. À vous. Bien compris, poste central, j'y vais. À vous. Poste central, ici, unité 17. C'est Hallyday qui parle. Poste central, vous me recevez? À vous. Je vous reçois 17, à vous. Je suis juste derrière Chum. Un autre groupe de 200 étudiants avance en direction de l'Est. Ils portent des pancartes. Soldats, jetez vos armes. Oui, j'en vois une autre. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais je m'en fous de ce qu'il y a d'écrit sur ces pancartes, unité 17. Allez avec Chum et Peters et arrêtez-les. On dirait que ça va péter. À vous. Bien compris, terminé. Ici Richard Burleit, chef du service de sécurité du campus. Je parle au chef des forces militaires posté sur le côté sud du campus. Je répète, ici Burleit, chef des services de sécurité. Je sais que vous nous écoutez, alors pas la peine de jouer au plus malin et accusez réception. À vous. Ici colonel Albert Phillips, armée de terre. Je vous écoute, Burleit. Poste central à unité 16. Les étudiants se rassemblent devant le monument aux morts. On dirait qu'ils avancent vers les soldats. Ça sent mauvais. À vous. Ici Burleit, colonel Phillips. Quelles sont vos intentions? À vous. Mes ordres sont de ne laisser sortir personne du campus. Et j'ai l'intention d'exécuter mes ordres. Si ces étudiants ne font que manifester, pas de problème. Mais s'ils essayent de sortir, à vous. Vous ne voulez pas dire? Oh, je sais ce que j'ai dit, Burleit. Terminé. Phillips, répondez-moi, nom de Dieu. Ce ne sont pas des Viettes, ce sont des enfants, des Américains, et ils ne sont pas armés. Unité 13, au poste central. Les étudiants s'avancent vers les soldats, chef. Ils chantent une chanson, la chanson de cette chanteuse, une belle petite poule, quelque chose comme Baze, je crois. Oh merde, j'ai l'impression qu'ils lancent des pierres. Oh nom de Dieu, bordel de merde, ils peuvent pas faire ça. Poste central à unité 13. Qu'est-ce qui se passe? Répondez. Ici, Chum. Je vais te dire ce qui arrive. Un massacre. Je peux pas regarder ça. Oh, les salauds. C'est comme un tir au pigeon. Avec des mitrailleuses, on dirait. Et j'ai pas l'impression qu'ils ont fait des sommations. Ceux qui sont encore debout, ils se dispersent. Ils courent dans tous les sens. Oh, nom de Dieu. Une fille vient de se faire couper en deux. Du sang. Oh, il y en a au moins 70, 80 couchés sur l'herbe. Chum, répondez. Ici central. Répondez, unité 12. Poste central, ici, unité 17. Vous recevez? À vous. Je vous reçois, mais où est ce foutu Chum? À vous.
Chum et Hallyday, je crois. Oui, je crois qu'ils sont sortis de leur voiture pour voir de plus près. Nous revenons, Dick. On dirait que les soldats se tirent dessus entre eux maintenant. Je ne sais pas qui est en train de gagner, et je m'en fous, mais ce sera bientôt notre tour, je crois. Si on arrive à sortir de là, je propose qu'on descende tous au sous-sol et qu'on attende qu'il n'ait plus de munitions. À vous. Ici unité 17, le tir au pigeon continue, Dick, et je plaisante pas. Terminé. Dans la majeure partie des échanges dont on vient de lire la transcription, l'auditeur peut entendre de petites détonations dans le lointain, assez semblables à celles que font des marrons jetés dans un feu. On entend aussi de faibles cris, et durant les dernières 40 secondes à peu près, la toux sourde des mortiers. Voici la transcription des messages captés sur une fréquence spéciale dans le sud de la Californie entre 19h17 et 19h20 heure locale. Mazingill, zone 10. Vous m'entendez, Basse Bleue? Code Annie Oakley, extrême urgence. Répondez si vous êtes là, à vous. Ici Len, David. Pas la peine de s'emmerder avec les codes, personne n'écoute. Nous ne contrôlons plus du tout la situation, Len. Los Angeles est en flammes, toute la ville, partout. Tous nos hommes sont malades. Ceux qui étaient encore valides ont déserté. Ils pillent les magasins avec les civils. Je suis en haut de la tour de la Bank of America. À peu près 600 personnes essaient d'entrer pour me faire la peau, et la plupart sont des soldats. Oui, tout s'écroule, le centre ne tient plus. Répétez, je n'ai pas compris. Oh, ça ne fait rien. Pouvez-vous sortir? Oh, sûrement pas, mais je vais faire danser ces salopards. Les premiers, en tout cas. J'ai un fusil automatique avec moi. Ah, les salauds, bande de salauds. Bonne chance, David. Oui, vous aussi, Hélène, tenez bon. Oui, comptez sur moi. Les communications verbales s'interrompent alors. Un crissement de métal qu'on force, un bruit de vitres cassées, des cris, des détonations d'armes légères, et ensuite, tout près de l'émetteur, les explosions sourdes de ce qui pourrait bien être une arme automatique. Les hurlements se rapprochent, le sifflement d'une balle qui ricoche, un hurlement à côté de l'émetteur, un bruit sourd, puis le silence. Voici la transcription des messages captés sur la fréquence normale de l'armée à San Francisco entre 19h28 et 19h30 heure locale. Soldats et frères, nous avons pris la station de radio et le quartier général. Vos oppresseurs sont morts. Moi, frère Zénon, jusqu'à présent caporal-chef Roland Gibbs, je me proclame premier président de la République de Californie du Nord. Nous avons pris le pouvoir, et si vos officiers tentent de désobéir à mes ordres, abattez-les. Abattez-les comme des chiens, comme des chiennes pleines de merde. Notez le nom, le grade et le matricule des déserteurs. Notez le nom de ceux qui parlent de sédition ou de trahison contre la République de la Californie du Nord. Une ère nouvelle est arrivée. Les jours de l'oppression sont terminés. Nous sommes... Le crépitement d'une mitraillette, des hurlements, des bruits sourds, plusieurs coups de feu, encore des cris, une longue rafale de mitraillettes. Un gémissement d'agonie qui s'éternise, 3 secondes de silence total. Ici le major Alfred Noon de l'armée de terre. Je prends le commandement temporaire de la région de San Francisco. Nous avons liquidé les traîtres qui s'étaient emparés du quartier général. J'ai la situation en main. Je répète, j'ai la situation en main. Les déserteurs seront traités comme auparavant, avec la dernière rigueur. Je répète, avec la dernière rigueur. Je suis maintenant... Encore des coups de feu, un cri, une voix lointaine. « Tous! Tuez-les tous! Mort aux cochons de militaires !» Une fusillade nourrie, puis le silence. À 21h16, heure de l'Est, ceux qui avaient encore la force de regarder la télévision dans la région de Portland, dans l'État du Maine, virent avec une horreur tranquille, sur la chaîne WCSH TV, un énorme noir, manifestement dérangé, complètement nu, à part un petit pagne de cuir rose et une casquette d'officier de marine, procédant à 62 exécutions publiques. Ses collègues, noirs, eux aussi, et à peu près nus, portaient tous des pagnes et un insigne ou quelque chose montrant qu'ils avaient autrefois été militaires. Ils étaient équipés d'armes automatiques et semi-automatiques. Dans un studio où le public avait autrefois assisté à des jeux télévisés ou à des prises de bec entre candidats à la mairie, d'autres membres de cette junte noire, armés de fusils et de pistolets, tenaient en respect environ 200 soldats en uniforme kaki.
L'énorme noir, qui souriait beaucoup en montrant des dents remarquablement blanches et régulières, était debout à côté d'une grosse boule de verre, un 45 automatique au poing. À une époque qui paraissait déjà lointaine, la boule servait à tirer au sort le nom des heureux gagnants des jeux télévisés. Il fit tourner la boule, y pêcha un permis de conduire, puis dit d'une voix de stentor : « Soldat de première classe Franklin Stern, venez me rejoindre sur le plateau, s'il vous plaît. » Les types armés qui encadraient le public se mirent à chercher autour d'eux, tandis qu'un caméraman, qui manquait certainement d'expérience, faisait des panoramiques sautillants sur le public. Finalement, deux noirs empoignèrent un jeune homme aux cheveux blonds qui n'avait sans doute pas plus de 19 ans et le firent descendre sur le plateau en dépit de ses vives protestations. Puis ils le forcèrent à se mettre à genoux. Le grand noir fit un large sourire, éternua, cracha par terre et colla son 45 automatique sur la tempe du soldat de première classe Stern. « Non !» hurlait Stern. « Je ferai ce que vous voulez, je vous le promets !»« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !» entonna le grand noir, en se fendant d'un grand sourire avant d'appuyer sur la détente. Une grosse flaque de sang et de cervelle se forma un peu derrière l'endroit où le soldat de première classe Stern avait été forcé de se mettre à genoux. Le gros noir y apporta sa contribution sous la forme d'un énorme molar. Ploc. Le noir éternua encore et faillit tomber par terre. Un autre noir, celui-ci dans la régie, il était habillé d'une casquette de treillis et d'un caleçon d'un blanc immaculé, appuya sur le bouton « Applaudissez » et le panneau lumineux se mit à clignoter devant le public. Les noirs, qui surveillaient le public, levèrent leurs armes d'un air menaçant, et leurs prisonniers, des soldats blancs, le visage luisant de sueur, applaudirent frénétiquement. « Au suivant !» annonça le grand noir, et il plongea la main dans la boule de verre. « Caporal-chef Roger Peterson, venez me rejoindre sur le plateau, s'il vous plaît. » Dans le public, un homme poussa un hurlement et voulut faire un plongeon en direction des portes. Quelques secondes plus tard, il était sur le plateau. Dans la confusion, un homme, assis au 3e rang, voulut arracher de sa vareuse la plaquette de plastique où l'on pouvait lire son nom. Un coup de feu partit, et on le vit s'affaisser dans son fauteuil, les yeux vitreux, comme si une émission mortellement ennuyeuse l'avait mis dans un état semi-comateux. Ce spectacle dura jusque vers 11h15, lorsqu'une quarantaine d'hommes de troupes régulières, équipés de masques à gaz et de mitraillettes, firent irruption dans le studio. Et ce fut aussitôt la guerre. Le grand noir au pagne tomba presque immédiatement. Dégoulinant de sueur, hurlant des jurons, criblé de balles, il tirait encore comme un fou avec son pistolet automatique. L'homme qui s'occupait de la caméra numéro 2 fut touché au ventre, et comme il se baissait pour rattraper ses intestins, sa caméra fit un lent tour d'horizon, offrant aux spectateurs un splendide et paisible panoramique sur le studio. Comme les gardiens à moitié nus ripostaient, les soldats équipés de masques à gaz arrosèrent tout le studio. Si bien que les soldats désarmés qui se trouvaient pris entre deux feux, au lieu d'être sauvés, virent simplement leur dernière heure arriver un peu plus vite. Un jeune homme aux cheveux carottes, le visage déformé par la panique, commença à gambader sur les dossiers des fauteuils et traversa 6 rangées comme un acrobate sur des échasses, avant qu'un déluge de balles de calibre 45 ne lui fauche les 2 jambes. D'autres rampaient entre les fauteuils, le nez collé sur le tapis, comme on leur avait appris à ramper sous le feu ennemi quand ils faisaient leur classe. Un sergent aux cheveux gris se leva, étendit les bras comme une vedette de télévision qui fait son entrée sur le plateau et hurla à plein poumon. « Arrêtez !» Le feu des 2 camps se concentra sur lui et il se désintégra en tressautant comme une marionnette. À la régie, les coups de feu et les hurlements des blessés faisaient sauter les aiguilles à plus de 50 décibels. Le caméraman tomba sur la poignée de sa caméra et les téléspectateurs ne virent plus désormais que le plafond du studio durant le reste du combat. Le feu s'apaisa quelque peu et 5 minutes plus tard, on n'entendait plus que des détonations isolées, puis plus rien, à part des cris. À 11h05, le plafond du studio fut remplacé sur les écrans des téléspectateurs par un personnage de bande dessinée assis devant sa télévision. Sur l'écran, un message « Difficulté temporaire ». Et tandis que la soirée touchait à sa fin, sans doute pouvait-on en dire autant de presque tout le monde, si ce n'est que ces difficultés n'avaient rien de temporaire. À Des Moines, à 23h30, heure de Chicago, une vieille Buick constellée d'autocollants religieux « Si vous aimez Jésus, klaxonnez » patrouillait inlassablement les rues désertes du centre-ville.
Un peu plus tôt dans la journée, un incendie avait rasé la majeure partie du quartier de Hull Avenue et le collège. Ensuite, il y avait eu une émeute dans le centre qui ressemblait maintenant à un champ de bataille. Au coucher du soleil, les rues s'étaient remplies d'une foule nerveuse qui tournait en rond, des jeunes pour la plupart, beaucoup en moto. Ils avaient cassé les vitrines, volé des téléviseurs, fait le plein aux stations-service en regardant autour d'eux au cas où quelqu'un aurait été armé. Puis les rues s'étaient vidées. Les motards embouteillaient encore l'autoroute 80, mais la plupart s'étaient terrés derrière une porte fermée à double tour, déjà atteint par la supergrippe ou sur le point de l'être, quand la nuit tomba sur le pays des grands espaces. On aurait dit que des moines sortaient de quelques monstrueux réveillons, lorsque les derniers fêtards vont s'écraser sur leur lit. Les pneus blancs de la Buick écrasèrent du verre brisé, puis la voiture tourna à l'ouest pour prendre Euclide Avenue. Elle dépassa deux autos qui s'étaient heurtées de plein fouet et qui gisaient maintenant sur le côté, leurs pare-chocs étroitement enlacés comme deux amants après un double homicide réussi. Un haut-parleur était installé sur le toit de la Buick. Il se mit à craquer, puis on entendit des crachotements d'une aiguille sur les premiers sillons d'un disque usé. Et bientôt, tonitruant dans les rues spectrales et désertes de Des Moines, les roucoulements de Mother Maybelle Carter, qui vous recommandait vivement de voir la vie en rose. La vieille Buick continuait à marauder, faisait des huit, tournait en rond, parfois 3 ou 4 fois, autour du même pâté de maison. Quand ses roues passaient sur une bosse ou sur un corps, l'aiguille sautait. À minuit moins 20, la Buick se rangea contre le trottoir, puis elle repartit. Cette fois, c'était Elvis Presley qui chantait The Old Rugged Cross. Un petit vent frais murmurait dans les arbres, soulevant encore quelques bouffées de fumée au-dessus des décombres. Extrait du discours du président, prononcé à 21h, heure de Washington, qui n'a pas pu être diffusé dans de nombreuses régions. Une grande nation comme la nôtre doit faire. Nous ne sommes pas des enfants à qui le noir fait peur. Mais nous ne pouvons pas non plus prendre cette grave épidémie de grippe à la légère. Américaines, Américains, je vous invite à rester chez vous. Si vous vous sentez malade, restez au lit, prenez de l'aspirine et buvez beaucoup. Soyez sûr que vous serez rétabli dans moins d'une semaine. Et permettez-moi de répéter ce que je disais au début de cette conversation et que j'ai avec vous ce soir. Ceux qui disent que cette grippe est mortelle sont des menteurs. Dans la très grande majorité des cas, les malades peuvent s'attendre à guérir en moins d'une semaine. De plus, discours interrompu par une quinte de toux. De plus, certains groupes extrémistes ont fait courir le bruit que cette grippe était causée par un virus et que ce virus aurait été mis au point par le gouvernement à des fins militaires. Américaines, Américains, il s'agit d'un mensonge inqualifiable. Notre pays a signé de bonne foi les accords de Genève sur les gaz de combat et sur la guerre bactériologique. Nous n'avons jamais... Discours interrompu par des éternuements. Nous n'avons jamais participé à la fabrication clandestine de substances proscrites par la Convention de Genève. Il s'agit d'une épidémie relativement grave de grippe, ni plus ni moins. Nous avons appris ce soir qu'une douzaine d'autres pays sont touchés, dont l'Union soviétique et la Chine communiste. En conséquence... Discours interrompu par une toux et des éternuements. En conséquence, nous vous demandons de garder votre sang-froid, sachant qu'un vaccin sera disponible d'ici à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine pour ceux qui ne seront pas déjà guéris. La garde nationale est intervenue dans certaines régions pour protéger la population contre les vandales et les fauteurs de troubles, mais il est absolument faux que des villes soient occupées par l'armée régulière. Ces rumeurs sont dénuées de tout fondement, comme celles qui voudraient que l'information soit contrôlée par le gouvernement. Américaines, Américains, le comportement de ceux qui propagent ces rumeurs est... Sur la façade d'un temple baptiste d'Atlanta, une inscription à la peinture rouge. « Cher Jésus, je vais bientôt te revoir. Ton ami, l'Amérique. » Post-scriptum, j'espère que tu auras encore des places pour le week-end. Le matin du 27 juin, Larry Underwood était assis sur un banc de Central Park, devant la ménagerie. Un peu plus loin, derrière lui, la 5e avenue était encombrée de voitures immobiles. La plupart des magasins de luxe qui avaient fait la fierté de l'avenue n'étaient plus que des ruines fumantes. De son banc, Larry pouvait voir un lion, une antilope, un zèbre et une sorte de singe. Tous étaient morts, sauf le singe. Mais ils n'étaient pas morts de la grippe, se dit Larry. Il devait y avoir longtemps qu'on ne leur avait rien donné à boire ou à manger,
et c'est de cela qu'ils étaient morts. Il ne restait donc que le singe, mais depuis 3 heures que Larry était assis sur son banc, le singe n'avait bougé que 4 ou 5 fois. Assez malin pour ne pas mourir de faim ou de soif, jusqu'à présent en tout cas, mais il avait manifestement chopé une sacrée grippe, et il avait l'air de souffrir, le pauvre vieux. Ce monde était vraiment cruel. À sa droite, le bestiaire de l'horloge s'anima sur le coup de 11 heures. Les animaux mécaniques, qui avaient fait autrefois le bonheur des enfants, jouaient maintenant devant une salle vide. L'ours souffla dans sa trompette. Un singe, qui ne risquait pas de tomber malade, mais qui finirait bien par se casser, agita son tambourin, et l'éléphant tapa sur son tambour avec sa trompe. Pas très folichon. Suite de la fin du monde pour mécanisme d'horlogerie. Au bout d'un moment, l'horloge redevint silencieuse, et Larry entendit à nouveau les cris rauques, heureusement assourdis par la distance. L'homme au monstre était un peu sur la gauche de Larry, en cette belle matinée ensoleillée, peut-être du côté des balançoires. Avec un peu de chance, il tomberait dans le bassin et s'y noierait. « Les monstres arrivent !» hurlait la voix, très loin. Le ciel s'était éclairci dans la matinée. La journée était belle et chaude. Une abeille bourdonna sous le nez de Larry, tourna autour d'un parterre de fleurs, puis fit un atterrissage impeccable sur une pivoine. De la ménagerie montait le vrombissement soporifique et apaisant des mouches qui se posaient sur les bêtes crevées. « Les monstres arrivent !» L'homme au monstre était très grand. Il devait avoir 75 ans à peu près. Larry l'avait entendu pour la première fois la nuit précédente qu'il avait passée à l'hôtel Sherry Netherland. Alors que l'obscurité enveloppait la ville, étrangement calme, son hurlement fragile avait paru grandir dans le noir, la voix d'un Jérémie dément qui flottait dans les rues de Manhattan, qui résonnait et rebondissait entre les tours de verre et de béton. Incapable de trouver le sommeil dans le lit double de sa suite, toute lumière allumée, Larry avait fini par se convaincre que l'homme au monstre en avait après lui, le poursuivait comme le faisaient les créatures qu'il voyait parfois dans ses cauchemars. Longtemps, il lui avait semblé que la voix se rapprochait. « Les monstres arrivent! Les monstres sont là! Ils sont en ville !» Et Larry avait cru que la porte de la suite, fermée à double tour, allait s'ouvrir d'un seul coup devant l'homme au monstre. Pas un homme en réalité, mais une gigantesque créature à tête de chien, avec d'énormes yeux rusés, grands comme des soucoupes, et des dents qui claquaient comme des castagnettes. Mais plus tôt ce matin, Larry l'avait vu dans le parc. Ce n'était qu'un vieil homme en pantalon de velours côtelé. Une branche de ses lunettes à monture d'écaille était rafistolée avec du ruban adhésif. Larry avait voulu lui parler, mais l'homme au monstre s'était enfui à toutes jambes, criant par-dessus son épaule que les monstres allaient débarquer d'un instant à l'autre. Il avait trébuché sur un fil de fer et s'était étalé sur la piste cyclable avec un énorme plaf, plutôt comique. Ses lunettes avaient voltigé en l'air sans se casser. Larry avait voulu s'approcher, mais l'homme au monstre avait déjà ramassé ses lunettes et il était reparti, hurlant à tous les vents. Si bien que l'opinion que Larry se faisait de lui était passée en l'espace de 12 heures de la plus extrême terreur à l'ennui le plus profond, mêlé même d'une certaine irritation. Il y avait d'autres gens dans le parc. Larry avait parlé à certains d'entre eux. Ils étaient tous à peu près semblables, et sans doute Larry leur ressemblait-il aussi. Les yeux hagards, ils disaient des choses sans suite, et paraissaient incapables de s'empêcher de vous toucher la manche en parlant. Ils avaient des choses à dire, mais toujours les mêmes. Leurs amis et leurs parents étaient morts ou mourants. On avait tiré dans les rues un terrible incendie sur la 5e avenue. Était-il vrai que Tiffany n'existait plus, et qu'ils allaient balayer les rues, qu'ils allaient ramasser les ordures? Fallait-il quitter New York? On disait que des soldats gardaient toutes les sorties. Une femme, que la terreur avait rendue folle, racontait que les rats allaient sortir du métro et prendre possession de la terre. Larry s'était alors souvenu de la scène qu'il avait vue le jour où il était revenu à New York. Un jeune homme qui avalait des chips à pleine poignée avait expliqué à Larry qu'il allait réaliser le rêve de sa vie. Faire le tour du Yankee Stadium à poil, puis se masturber en plein milieu du terrain. Une occasion unique, avait-il ajouté, en faisant un clin d'œil à Larry. Puis il s'était éloigné, son énorme sac de chips à la main. Beaucoup de gens qu'il croisait dans le parc étaient malades. Pourtant, les cadavres n'étaient pas tellement nombreux sur les pelouses. Peut-être les gens ne souhaitaient-ils pas servir de dîner aux animaux. Peut-être s'étaient-ils réfugiés quelque part quand ils avaient senti que la fin était proche. Larry n'avait vu la mort de près qu'une seule fois ce matin, mais une fois suffisait.
Il avait ouvert la porte des toilettes publiques et il était tombé sur un homme dont le visage grimaçant grouillait d'asticots. L'homme était assis, les mains sur ses cuisses nues, ses yeux creux braqués sur Larry. Une odeur douceâtre et écœurante flottait dans les toilettes, comme si le mort avait été un bonbon rance, une sucrerie abandonnée aux mouches dans toute cette confusion. Larry avait claqué la porte, mais trop tard. Les cornflakes qu'il avait pris au petit déjeuner avaient décidé de se faire la malle. Et quand ce fut fait, son estomac avait continué à travailler à vide, à pomper sans résultat, au point qu'il avait cru se faire péter la tuyauterie. Dieu, si tu es là, avait-il pensé en revenant à la ménagerie pas très solide sur ses jambes, si tu prends les commandes aujourd'hui, j'aimerais bien te demander de me dispenser d'un autre spectacle du même genre. Les cinglés, c'est déjà pas triste, mais les macabées, très peu pour moi, merci. Et maintenant, assis sur son banc, l'homme au monstre avait disparu, du moins temporairement. Larry se mit à penser au match de baseball qu'il regardait à la télévision 5 ans plus tôt. Un souvenir qui lui faisait chaud au cœur, car c'était la dernière fois qu'il s'était senti vraiment heureux, en pleine forme, l'esprit en paix. C'était juste après qu'il se sépare de Rudy, une séparation plutôt dégueulasse. S'il revoyait un jour Rudy, aucune chance, lui disait une petite voix dans sa tête, il faudrait qu'il s'excuse. Il se mettrait à genoux devant Rudy, il irait jusqu'à lui baiser les pieds s'il le fallait. Rudy et lui étaient partis dans une vieille Mercury 68 pour la côte ouest. À Omaha, la transmission avait lâché. Il s'était mis à chercher de petits boulots, 15 jours par-ci, 15 jours par-là, puis il repartait en autostop, retrouvait du travail et repartait encore. Ils avaient travaillé quelque temps dans une ferme au Nebraska, et un soir, Larry avait perdu 60 $ au poker. Le lendemain, il avait dû demander à Rudy de lui prêter de l'argent, puis ils étaient arrivés à Los Angeles un mois plus tard. Larry avait été le premier à se trouver du boulot, plongeur au salaire minimum. Un soir, à peu près 3 semaines après leur arrivée, Rudy était revenu sur cette histoire de prêt. Il avait rencontré un type qui connaissait une agence de placement du tonnerre, ça marchait à tous les coups, mais il fallait payer 25 $ d'entrée. Comme par hasard, c'était la somme qu'il avait prêtée à Larry après la partie de poker. En temps normal, avait dit Rudy, il n'aurait jamais demandé, mais... Et Larry avait soutenu Mordicus, qu'il avait déjà remboursé sa dette, et qu'ils étaient quittes. Si Rudy voulait 25 bifetons, pas de problème, mais il faudrait quand même pas que Rudy essaye de se faire rembourser 2 fois. Rudy avait répondu qu'il ne demandait pas un cadeau, qu'il voulait simplement l'argent qu'on lui devait, et qu'il n'appréciait pas tellement les petites histoires à la Larry Underwood. Merde alors, avait répondu Larry, en essayant de prendre la chose à la rigolade. J'aurais jamais cru qu'il fallait te faire signer un reçu, Rudy. On en apprend tous les jours. Et il s'était copieusement engueulé, tout juste s'il n'avait pas commencé à se taper sur la gueule. Finalement, Rudy était devenu tout rouge. Ah, c'est bien toi, Larry. C'est toi tout craché, tu ne changeras jamais. Cette fois, j'ai compris. Va te faire foutre. Et Rudy était parti. Larry l'avait suivi dans l'escalier de la pension minable où ils étaient logés, cherchant son portefeuille dans sa poche revolver. 3 billets de 10 pliés en 4, bien cachés derrière les photos. Il les avait balancés à Rudy. « Allez, vas-y, sale con, prends-les, prends ton foutu fric !» Mais Rudy avait claqué la porte, et il était parti dans la nuit vivre le destin de merde qui attend tous les Rudy du monde. Il n'avait pas jeté un regard en arrière. Planté en haut de l'escalier, Larry soufflait très fort. Au bout d'1 minute à peu près, il était descendu ramasser ses 3 billets de 10 $. Depuis, il repensait parfois à cet incident, de plus en plus convaincu que Rudy avait raison. En fait, il en était absolument sûr, et même s'il avait déjà remboursé Rudy, ils étaient amis depuis l'école primaire. D'ailleurs, à bien y penser, il manquait toujours 10 cents à Larry quand ils allaient au cinéma tous les deux, parce qu'ils s'étaient acheté un bâton de réglisse ou 2 caramels avant d'aller chercher Rudy chez lui. Ensuite, il lui manquait toujours 5 cents pour la cantine, ou 7 pour le bus. Tout compte fait, il avait bien dû lui taper 50 $ en petites pièces, peut-être même 100. Quand Rudy avait réclamé ses 25 $, Larry se souvenait qu'il avait tiqué. Dans sa tête, il avait soustrait les 25 $ des 30 qu'il avait dans sa poche, et il s'était dit « Il ne me reste plus que 5 billets, donc je l'ai déjà payé. Je ne sais plus quand, mais je l'ai sûrement payé, alors on n'en parle plus. » Et on n'en avait plus parlé. Mais après, il s'était retrouvé tout seul. Il n'avait pas d'amis, n'avait même pas essayé de s'en faire au restaurant où il travaillait. Tous des cons,
Depuis le cuisinier, qui gueulait tout le temps, jusqu'aux serveuses qui tortillaient du cul en mâchant du chewing-gum. Oui, tous ceux qui travaillaient chez Tony étaient des cons, sauf lui, le bon Larry Underwood, l'homme qui allait bientôt faire un tabac, et vous aviez intérêt à le croire. Seul dans un monde de cons, il se sentait aussi mal dans sa peau qu'un chien battu, aussi seul qu'un naufragé sur une île déserte. Et de plus en plus souvent, il avait pensé s'en aller à la gare routière, acheter son billet et rentrer à New York. Il l'aurait fait un mois plus tard, 15 jours peut-être, s'il n'y avait pas eu Yvonne. Il avait rencontré Yvonne Wetterlen au cinéma, à 2 rues de la boîte où elle dansait, en montrant ses nichons pour gagner sa croûte. À la fin de la 2e séance, elle pleurait et cherchait partout son sac. Son permis de conduire, son chéquier, sa carte syndicale, sa seule et unique carte de crédit, la photocopie de son extrait de naissance, sa carte de sécurité sociale, elle avait tout perdu. Larry était sûr qu'on l'avait volée, mais il avait fait mine de chercher avec elle. Et, surprise, il l'avait retrouvée 3 rangées plus bas, au moment où ils allaient abandonner. Sans doute les gens l'avaient-ils poussée avec leurs pieds sans s'en rendre compte en regardant le film, passablement ennuyeux. Elle l'avait remercié, les larmes aux yeux. Et lui, noble chevalier, au cœur si généreux, il lui avait dit qu'il l'emmènerait bien prendre un hamburger ou quelque chose pour célébrer l'événement, mais qu'il était vraiment fauché ces temps-ci. Yvonne l'avait donc invité. Larry, grand seigneur, était naturellement sûr qu'on en arriverait là. Ils avaient commencé à se voir, et 2 semaines plus tard, ils étaient ensemble. Larry s'était trouvé un boulot mieux payé, vendeur dans une librairie. Il s'était aussi déniché un engagement comme chanteur dans un groupe, The Hotshot Rhythm Rangers and All Time Boogie Band. Un nom qui sonnait plutôt bien, beaucoup mieux en fait que le groupe. Mais le guitariste, un certain Johnny McCall, avait ensuite formé The Tattered Raymonds, un groupe qui n'était vraiment pas mal celui-là. Larry et Yvonne avaient pris un appartement et tout avait changé pour Larry. En partie parce qu'il avait maintenant un endroit à lui, bien à lui. Yvonne avait posé des rideaux, ils s'étaient acheté quelques meubles d'occasion qu'ils avaient retapés ensemble, et les musiciens de l'orchestre et les amis d'Yvonne avaient pris l'habitude de venir les voir de temps en temps. L'appartement était très ensoleillé, et le soir, quand le vent se levait, on aurait dit qu'une odeur d'orange entrait par les fenêtres, même si la seule odeur dans cette ville était celle du smog. Parfois, il restait seul à regarder tranquillement la télévision. Elle lui apportait une bière, s'asseyait sur le bras de son fauteuil et lui caressait la nuque. Il était chez lui, nom de Dieu. Et parfois, quand il ne dormait pas la nuit, Yvonne couchait à côté de lui, il s'étonnait que la vie soit si belle. Puis il trouvait tout doucement le sommeil, un sommeil du juste, et ne pensait plus à Rudy, plus du tout, ou plutôt presque plus. Ils avaient vécu 14 mois ensemble, 14 mois de bonheur, sauf pour les 6 dernières semaines, quand Yvonne avait commencé à lui casser les pieds. Comme il avait été heureux tout le temps de la saison de baseball, il travaillait toute la journée à la librairie, puis allait chez Johnny McCall pour répéter avec lui. Le groupe ne jouait pas les week-ends, car les 2 autres types travaillaient de nuit. Il jouait de nouvelles pièces, ou bien simplement de vieux tubes. Ensuite, il rentrait chez lui. Yvonne avait déjà préparé le dîner, pas des plats tout faits, de la vraie cuisine. Et puis ils allaient s'installer au salon pour regarder les matchs de baseball à la télé avant de faire l'amour. Tout baignait dans l'huile. Il ne s'était jamais senti aussi bien depuis, jamais. Il se rendit compte qu'il pleurait un peu, et un instant il eut honte de se trouver là, assis sur un banc de Central Park, en train de pleurnicher comme un petit vieux. Mais après tout, il avait le droit de pleurer ce qu'il avait perdu, il avait le droit de craquer, lui aussi. Sa mère était morte 3 jours plus tôt, couchée sur un petit lit dans le couloir de l'hôpital de la Pitié, entourée de milliers d'autres malades en train de crever, eux aussi. Larry était à genoux à côté d'elle lorsqu'elle s'en était allée. Il avait cru devenir fou à regarder sa mère mourir dans cette puanteur d'urine et d'excréments, entourée de l'infernal babillage des malades qui déliraient au milieu des râles, des cris furieux, des hurlements de douleur. À la fin, elle ne le reconnaissait plus. Il n'y avait même pas eu d'adieu. Sa poitrine s'était simplement arrêtée en pleine respiration, puis elle était retombée très lentement, comme une voiture dont un pneu se dégonfle. Il était resté accroupi à côté d'elle pendant une dizaine de minutes, ne sachant que faire, pensant vaguement qu'il devait attendre que le médecin signe un acte de décès, que quelqu'un lui demande ce qui s'était passé. Mais ce qui s'était passé était parfaitement évident. Il suffisait de regarder autour de soi.
Il était tout aussi évident que l'hôpital était devenu pire qu'un asile d'aliénés. Aucun jeune médecin n'allait venir, les yeux un peu tristes, lui dire qu'il comprenait son chagrin, avant de mettre en branle la machine de mort. Tôt ou tard, on allait emporter sa mère comme un sac de pommes de terre, et il ne voulait pas assister à ce spectacle. Le sac à main de sa mère était sous le lit. Il y avait trouvé un stylo à billes, une épingle à cheveux et un petit carnet dont il avait arraché une page pour écrire le nom de sa mère, son adresse, et après un moment d'hésitation, son âge. Puis il avait attaché le papier sur la poche de son corsage avec l'épingle à cheveux. Il s'était mis à pleurer, il l'avait embrassé sur la joue, puis il s'était enfui, des larmes plein les yeux, comme un déserteur. Dehors, il s'était senti un peu mieux, même si les rues étaient pleines de fous, de malades, de soldats qui tournaient en rond. Et maintenant, assis sur ce banc, il pleurait. Pour sa mère, qui n'aurait jamais profité de sa retraite, pour sa propre carrière à lui, bel et bien terminée, pour le temps qu'il avait passé à Los Angeles avec Yvonne quand il regardait les matchs de baseball, sachant que tout à l'heure il ferait l'amour. Et pour Rudy, surtout pour Rudy. Il aurait voulu lui rendre ses 25 dollars avec un grand sourire, une bonne tape sur l'épaule et oublier ses 6 années perdues. Le singe mourut à midi moins le quart. Il était assis, immobile sur son perchoir, les mains sous le menton. Puis il battit des paupières et tomba la tête la première sur le ciment avec un petit bruit horrible. Larry ne pouvait plus rester là. Il se leva et commença à errer dans les allées du parc. Un quart d'heure plus tôt, l'homme au monstre avait encore crié très loin. Mais le parc était maintenant plongé dans un profond silence que troublait seulement le claquement de ses talons sur le ciment des allées et le gazouillis des oiseaux. Apparemment, les oiseaux n'attrapaient pas la grippe, tant mieux pour eux. Il s'approchait de l'auditorium où l'on donnait encore des concerts en plein air quelques jours plus tôt. Une femme était assise sur un banc. Elle était sans doute dans la cinquantaine, mais se donnait beaucoup de mal pour paraître plus jeune. Elle portait un pantalon vert, très bien coupé, une blouse de soie, style paysanne russe, un détail. Mais les paysannes russes n'ont pas le moyen de se payer des blouses de soie, se dit Larry. Elle se retourna en l'entendant s'approcher. Elle tenait une pilule dans le creux de la main. Elle la goba distraitement, comme une cacahuète. « Bonjour, dit Larry. Son visage était calme, ses yeux bleus, des yeux pétillants d'intelligence. Elle portait des lunettes à monture dorée et son sac était bordé d'une fourrure qui ressemblait fort à du vison. À ses doigts, 4 bagues, une alliance, 2 diamants et une émeraude. « Je ne suis pas dangereux, continua Larry. C'était une entrée en matière ridicule, pensa-t-il, mais elle avait bien 20 000 dollars sur les doigts. Naturellement, les pierres étaient peut-être fausses, mais ce n'était pas le genre de femme à s'intéresser aux strass et aux zircons. « Non, répondit-elle, vous n'avez pas l'air dangereux. Et vous n'êtes pas malade ?» Elle avait haussé légèrement la voix sur ce dernier mot, comme pour poser poliment une question. Non, elle n'était pas aussi calme qu'il l'avait cru de prime abord. Un léger tic faisait tressaillir son cou, et Larry vit au fond de ses yeux bleus ce même voile terne qu'il avait découvert dans les siens ce matin en se rasant. « Non, je ne pense pas, dit-il. Et vous ?»« Non, pas du tout, répondit-elle. Vous traînez un bâton de sucette sous votre semelle. Vous en étiez-vous aperçu ?» Il baissa les yeux et vit que c'était vrai. Il rougit, car elle aurait parfaitement pu lui dire du même ton que sa braguette était ouverte. Perché sur une jambe, il essaya de se débarrasser du bâtonnet. « Vous avez l'air d'une cigogne, dit-elle. « Asseyez-vous, ça ira mieux. Je m'appelle Rita Blackmoor. »« Larry Underwood, dit-il. Enchanté de faire votre connaissance. » Il s'assit. Elle tendit la main et il la serra doucement. Larry sentait les bagues sous ses doigts, puis il détacha délicatement le bâtonnet gluant de sa chaussure et le jeta du bout des doigts dans une poubelle sur laquelle était écrit « Ne salissez pas votre parc ». Toute cette opération lui parut tout à coup très drôle. Il renversa la tête en arrière et éclata de rire. C'était la première fois qu'il riait de bon cœur depuis qu'il avait trouvé sa mère par terre dans son appartement, et il fut immensément soulagé de constater que rire était toujours aussi agréable. Un rire qui montait du ventre, s'échappait entre vos dents, aujourd'hui comme autrefois. Rita Blackmoor souriait, et il fut à nouveau frappé par son élégance nonchalante. On aurait dit un personnage d'un roman d'Irwin Shaw, Nightwork peut-être, ou celui qu'on avait adapté pour la télévision quand il était tout petit. « J'ai failli me cacher quand je vous ai entendu, dit-elle. J'ai pensé que c'était l'homme aux lunettes cassées,
Le philosophe aux idées bizarres. L'homme au monstre demanda Larry. C'est vous qui l'appelez ainsi, ou est-ce le nom qu'il se donne demanda-t-elle. Non, c'est moi, dit Larry. C'est très bien trouvé, dit-elle, en ouvrant son sac bordé de visons. Mais était-ce du vison? Et elle en sortit un paquet de cigarettes mentholées. Moi, il me fait penser à un Diogène fou. Oui, tout à fait. Diogène cherchant un monstre net, répondit Larry en riant. Elle alluma sa cigarette et tira une bouffée. Il n'a pas l'air malade, lui non plus, reprit Larry. Mais la plupart des autres ont l'air plutôt mal en point. Le portier de mon immeuble semble aller très bien, dit-elle. Il continue à travailler. Je lui ai donné un pourboire de 5 $ quand je suis sorti ce matin. Je ne sais pas si c'était pour le remercier d'aller bien ou de continuer à faire son travail. Qu'en pensez-vous? Je ne vous connais pas assez pour pouvoir vous répondre, dit Larry. Non, naturellement, dit-elle. Elle rouvrit son sac pour ranger ses cigarettes, et Larry remarqua un revolver. Elle avait suivi son regard. C'est celui de mon mari. Il avait un poste important dans une grande banque de New York. C'était ce qu'il répondait toujours quand on lui demandait comment il faisait pour se faire inviter à tous les cocktails. J'ai un poste important dans une grande banque de New York, il disait. Mais il est mort il y a 2 ans. Il déjeunait avec un de ces Arabes qui donnent toujours l'impression de s'être frotté la peau avec une tonne de brillantine. Il a eu une attaque foudroyante. Il est mort avec sa cravate au cou. Comme on disait autrefois qu'un cow-boy était mort les bottes aux pieds. Harry Blackmore est mort avec sa cravate au cou. Je trouve l'expression pittoresque. Un bouvreuil se posa devant eux et commença à picorer par terre. Il avait affreusement peur des cambrioleurs, continua-t-elle. Et est-ce que les pistolets font vraiment beaucoup de bruit? On m'a dit que le recul était terrifiant. Oh, je ne crois pas que le recul soit très fort avec une arme de ce calibre, répondit Larry. C'est bien un 38? Il posa cette question, mais il n'avait jamais tiré un seul coup de feu de sa vie. Non, je pense que c'est un 32, dit-elle. Elle sortit l'arme de son sac, au fond duquel Larry découvrit cette fois toute une collection de flacons de médicaments. Elle ne s'en aperçut pas. Elle regardait un petit cerisier du Japon à une dizaine de mètres devant eux. J'ai envie d'essayer, reprit-elle. Pensez-vous que je peux toucher cet arbre? Je ne sais pas, répondit-il, pas très rassuré. J'ai l'impression que. Mais elle appuya sur la détente, et le coup partit, avec un bruit assez impressionnant. Un petit trou apparut sur le tronc du cerisier. Dans le mille, dit-elle, en soufflant sur le canon pour chasser la fumée, comme dans les meilleurs westerns. Vous êtes doué, répondit Larry, dont le cœur reprit à peu près son rythme normal lorsqu'elle eut remis le revolver dans son sac. Je ne pourrais pas tirer sur quelqu'un, dit-elle. J'en suis tout à fait sûr. De toute manière, il n'y aura bientôt plus personne sur qui tirer, vous ne croyez pas? Je n'en sais rien, dit Larry. Vous regardiez mes bagues. Vous en voulez une? Quoi? Non, dit Larry, et il rougit encore. Mon mari, le banquier, croyait aux diamants. Il y croyait comme les baptistes croient à la révélation. J'en ai beaucoup, et tous assurés. Mais si quelqu'un les voulait, je n'hésiterai pas à les lui donner. Après tout, ce ne sont que des pierres. Sans doute, dit Larry. Un tic fit tressaillir le côté gauche de son cou. Et si un cambrioleur me les demandait en me mettant son revolver sous le nez, non seulement je lui dirais de les prendre, mais je lui donnerais l'adresse de quartier. Leur collection de pierres est bien plus belle que la mienne. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant demanda Larry. Que proposez-vous demanda-t-elle. Mais je n'en sais rien, soupira Larry. Et moi non plus, répondit-elle. Tiens, j'ai vu un type ce matin, dit Larry. Il allait au Yankee Stadium pour se masturber en plein milieu du stade. Et il rougit de nouveau. C'est vraiment très loin à pied, dit-elle. Vous ne voyez rien de plus près? Elle soupira, puis se mit à frissonner. Elle ouvrit son sac, sortit un flacon et avala une gélule. Qu'est-ce que c'est demanda Larry. C'est de la vitamine E, mentit-elle avec un sourire rayonnant. Le tic reprit une ou 2 fois, puis s'arrêta. Elle avait retrouvé son calme. Il n'y a personne dans les bars, dit tout à coup Larry. Je suis allé chez Pat, sur la 43e rue, et il n'y avait pas un chat. Ils ont un énorme bar en acajou. J'ai fait le tour et je me suis versé un grand verre de Johnny Walker. Ça ne me disait vraiment plus rien. J'ai laissé mon verre et je suis parti. Ils soupirèrent encore. Votre compagnie est très agréable, dit-elle. Je vous aime beaucoup. Et puis, vous n'êtes pas fou? Merci, madame Blackmore, dit Larry. Il était surpris et content.
Rita, appelez-moi Rita. Si vous voulez, dit Larry. Avez-vous faim, Larry? Pour ne rien vous cacher, oui. Alors, pourquoi ne pas inviter la dame à déjeuner? Oh, avec plaisir, dit-il. Elle se leva et lui offrit son bras avec un sourire un peu narquois. Il respira son parfum, à la fois rassurant et inquiétant, un parfum qu'il associait à des souvenirs anciens, à sa mère quand ils allaient ensemble au cinéma. Il pensa à autre chose lorsqu'ils sortirent du parc pour remonter vers la 5e avenue, loin du singe mort, de l'homme au monstre, de l'odeur douceâtre du cadavre dans les toilettes publiques. Elle parlait sans arrêt, et plus tard, il ne se souviendrait pas d'une seule chose de ce qu'elle lui avait dit. Oh, plutôt aussi une seule. Qu'elle avait toujours rêvé de se promener sur la 5e avenue au bras d'un beau jeune homme, d'un homme suffisamment jeune pour être son fils. Mais il allait se souvenir longtemps de cette promenade, particulièrement lorsqu'elle avait commencé à perdre les pédales comme un jouet détraqué. Son beau sourire, son bavardage léger, un peu désabusé, le froufrou de son pantalon. Ils entrèrent dans un grille-room et Larry fit la cuisine assez maladroitement. Mais elle eut la gentillesse de s'extasier devant le menu qu'il avait composé. Steak frites, tarte aux fraises et à la rhubarbe, et café.